Si Poutine est aussi populaire qu'il le dit, pourquoi a-t-il si peur de ses opposants? Quand Navalny appelle ses partisans à descendre dans la rue, il les pousse à violer la loi. S'ils sont victimes de quelque chose, ce n'est pas du régime de Poutine, comme ils disent, mais de leur propre bêtise. Je travaillais dans un institut de recherche, mais j'ai été licenciée parce que j'étais une militante politique. En Russie, il n'y a pas de bonne biographie sans passer par la prison, le bagne ou le goulag. Il existe une équipe de tueurs professionnels qui travaillent au service de l'État. Ils ont tenté de m'empoisonner 2 fois. Tu essaies de respirer, mais l'air ne rentre pas. C'est effrayant et douloureux. D'abord, il n'y a jamais eu d'empoisonnement. Ensuite, c'est de la pure provocation contre la Russie, organisée par les Allemands, ou par les Américains, ou par les Français, peu m'importe. Пришел Путин, он начал поднимать нашу страну. Наш президент ведет освободительную борьбу за суверенитет нашей страны. Это наш человек, понимаете? Это народный человек. Это вот душа нашей страны. Après 20 ans de pouvoir du président Vladimir Poutine, la Russie est une nation profondément divisée par un autoritarisme grandissant qui empoisonne la société. 2 mondes que tout sépare et dont Moscou, la capitale, est l'épicentre. La mégapole de 12 millions d'habitants croule sous l'argent du pétrole et du gaz russe, de par la volonté du régime d'en faire la façade de sa réussite. Avec un salaire moyen 3 fois supérieur à celui de la Russie profonde, ce n'est pas le moindre des paradoxes si Moscou, comme les grandes villes du pays, est le berceau d'une Russie rebelle et contestataire de plus en plus durement réprimée par le régime. Qui sont-ils, ces citoyens ordinaires qui veulent une autre Russie ? Quel est le prix à payer pour cette génération qui a soif de justice et de liberté ? En ce soir de Noël 1991, quand le grand drapeau rouge de l'Union soviétique a disparu des toits du Kremlin, la jeune Russie indépendante a hissé son drapeau tricolore. Elle venait de faire le choix de la démocratie et de la liberté. À l'époque, le peuple russe voulait tout changer. Fatigués par 70 ans de communisme, les Russes aspiraient à un monde meilleur, à la fin des pénuries et de la propagande. Alors pourquoi un tel fossé d'incompréhension divise-t-il aujourd'hui le plus grand pays du monde et ses 150 millions d'habitants? À l'époque, je vivais à Moscou et j'avais un ami journaliste comme moi, Piotr Tolstoï. 30 ans après, métamorphosé en un des piliers du régime de Poutine, il m'a donné rendez-vous. Salut. Comment ça va, monsieur? Salut. Ça va bien? Ça va bien?
И ты тоже по-русски. Ну, Все по-русски. постараюсь, потому То есть что ты- давно, уже 30 лет. Это как фантомный... En ce jour de septembre 2021, il remet en jeu son mandat de député du parti présidentiel Russie Unie à Moscou. Это parti du travail. Ah oui, d'accord. Ici, bon, la queue. On ne rigole pas. Oh, rigole pas. C'est ça la démocratie. Les gens font la queue pour voter. Dans la Russie officielle de Piotr, tout ressemble aux élections démocratiques occidentales. Machine à voter, vérification des listes électorales, en apparence rien à redire. Diffusées par les médias russes, ces images du politicien dans son bureau de vote confortent l'idée d'élection à la loyale pour ceux qui soutiennent le Kremlin. Il y a combien de candidats en tout qui se présentent? Pas mal, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Face au parti présidentiel Russie Unie, il y a bien une opposition, communiste ou libérale, mais c'est celle qui a été validée par le régime. D'après le décompte de l'ONG russe Golos, au moins 9 millions de candidatures ont été invalidées aux élections locales et nationales de ce scrutin. Pour le Conseil de l'Europe, les élections en Russie ne sont pas démocratiques. Они меньшинство представляли. А Я не уважаю большинство. большинство, оно показало на президентских выборах, кто является большинством. 5000 людей на 150 миллионов. У нас по закону уголовников не положено выдвигать. Ну, А в насколько... кандидаты. Поэтому его и не выдвинули. Dans cette cité HLM du nord de Moscou, comme dans le reste du pays, sans élection libre, difficile de dire combien sont les pros et les anti-Poutine. En ce jour d'élection législative, une opposante moscovite a décidé de braver sa peur et de tenter de documenter les fraudes électorales. Analyste marketing, Olga se fait passer pour une militante du vieux Parti communiste de Russie, un parti d'opposition toujours autorisé par le régime. En réalité, je ne suis pas membre du Parti communiste, mais je me suis fait passer pour une sympathisante pour pouvoir être observatrice à ces élections. Cette boîte en plexiglas est l'une des milliers d'urnes mobiles de la Commission électorale centrale. La délégation vient faire voter à domicile un électorat choyé par le pouvoir, les personnes âgées. Добрый день. Мы из избирательной комиссии пришли к вам проголосовать. Откройте, пожалуйста. Olga va tenter de comprendre de quelle manière les retraités russes sont incités à voter pour le parti présidentiel, malgré leur retraite de misère. Ici, le nom du candidat de la majorité présidentielle qui circule, c'est Dmitri Pevtsov. Здравствуйте. Вы Маргарита Петровна? Да. Голосовать будем. А почему? А вы же подавали заявление, дома будете голосовать. Вот мы приехали. А, ну понятно. Нет, а зачем это? Можно вот лучше мы на кухню пройдем? Да не надо ничего. Ну, так, у вас вот здесь вот была ваша ручка индивидуальная. Вот здесь. Вот она, вот она. La retraitée a du mal à trouver le nom du candidat qu'elle a en tête. Певцов. А вам соцработник, да, его посоветовала? Да, я так поняла, Певцов. А почему вы на нем именно остановились? Да? Там же очень много их. Так, Парфенов. Ну ладно. Так, что, галку? Да, галочку вот так вот. Раз, два. Ага. Et voilà, elle a voté Pevtsov. Вот нам сюда нужно опустить бюллетень. Так. Держите его ручками. Так. Я вам поднесу поближе. А теперь вы его пропихиваете туда. Ага, не торопитесь. Ничего страшного, все поместится. Длинный, да. Все получится, не переживайте. Так. Все, закрывайте. Так. Все, да? Да, Пока.
Et la moisson pour le candidat Pevtsov se poursuit comme ça à tous les étages. Вот так вот его двигайте. О, все хорошо у вас получается. Mais dans cette cité comme dans le reste de la Russie, les retraités n'ont souvent pas besoin de l'assistante sociale pour savoir pour qui voter. Ставите галочку там, где считаете нужно. Держите. Vous savez pour qui voter? Oui. Je suis une grande personne. Et je vote pour Russie unie. Pour Pevtsov. Прорезь, нет, прорезь, не складывая, вот так вот. Ага, давайте я вам покажу, вот так вот. Je les aime bien, moi, parce que j'ai 77 ans dans un mois. Donc je suis pour eux. Je leur fais confiance. Parmi eux, il y a beaucoup de gens de ma génération. La jeunesse, elle n'est pas comme nous. Comprenez-moi bien, j'ai grandi en Union soviétique. J'ai même été membre du Parti communiste soviétique, pour tout vous dire. C'est pour ça que je leur fais confiance. Allez, au revoir. Je ne pense pas que la Russie soit coupée en deux. Il y a une petite partie de la jeunesse qui n'a pas connu l'Union soviétique, ou qui est née après, et qui a été élevée à une époque où l'idée nationale russe avait été abandonnée. Notre grande responsabilité, c'est d'avoir laissé grandir cette génération des 20-30 ans, avec dans la tête une vinaigrette qui mélange les valeurs occidentales et leur culture russe. S'opposer au pouvoir devient de plus en plus dangereux pour les figures de l'opposition. Vladimir Kara-Murza a survécu à 2 tentatives d'empoisonnement, après l'assassinat devant le Kremlin en 2015 de Boris Nemtsov, le leader de son mouvement. Sa famille en sécurité à l'étranger, Vladimir a refusé de s'exiler. Quand je suis au téléphone, je sais qu'on est toujours plus que 2 sur la ligne et que je suis sur écoute. Les chaînes de télé de la propagande savent en permanence qui je vois, où je vais. Ils bondissent sur nous avec leurs caméras. Ils racontent tout un tas de calomnies sur nous. Que, soi-disant, nous, les opposants, on toucherait de l'argent de l'Occident. À tel point que ma femme blague et me demande où est passé tout cet argent que je n'ai jamais vu. Cet argent, il n'existe que dans leur imagination. Mais au fond, qu'ils me suivent, qu'ils m'écoutent, je m'en moque. Je ne sais pas si c'est de la guerre psychologique, mais après 2 empoisonnements à l'arme chimique, être suivi en voiture, ce n'est pas ce qui m'effraie le plus. Nous connaissons la réalité de ce pays. On sait à qui on a affaire. Comme Vladimir, une douzaine d'opposants au régime ont été victimes d'empoisonnement depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en 2000. Le dernier en date est aussi le plus connu. En août 2020, c'est Alexeï Navalny, l'opposant numéro 1 à Poutine, qui agonise ainsi dans un avion au-dessus de la Sibérie. Sauvé par les médecins d'un hôpital russe, il est évacué dans le coma vers l'Allemagne. Plus de 30 ans après la chute du mur de Berlin, la capitale allemande, qui avait déjà accueilli tant de dissidents soviétiques, est redevenue un refuge pour des milliers d'exilés russes. Plus de 50 000 sont arrivés en Allemagne depuis 2012. Dans l'ancienne Berlin-Est, le théâtre Panda est le lieu de rassemblement de cette nouvelle diaspora. Я была в выходные в Кёльне и в Дюссельдорфе, говорила с очень мощной протестной группой там, в этих городах, и у них есть... Réfugiée à Berlin depuis 2017, l'ex-journaliste Olga Romanova est une des figures de la nouvelle dissidence russe en Europe. Pour elle, Navalny est le dernier nom sur une liste qui continue de s'allonger. Il suffit de regarder la tendance générale. Aujourd'hui, on compte 410 prisonniers politiques en Russie. Il y a 10 ans, il n'y en avait que 40. Sous Eltsine, il n'y en avait pas du tout. Ça va de pire en pire. Et je suis incapable de vous dire où nous en serons dans un an.
Navalny n'a pas voulu de cette vie d'exilé à Berlin. Coup de théâtre, 4 mois après avoir survécu à son empoisonnement, il prend tout le monde de court sur les réseaux sociaux. Привет, это Навальный. Я читаю новости, которые приходят из Москвы обо мне, и просто диву даюсь, насколько Путин снова топает ножками и требует сделать все для того, чтобы я не вернулся домой. Сегодня утром я делал свои обычные упражнения, которые делаю каждый день уже несколько месяцев, и поймал себя на мысли о том, что я, наверное, почти здоров, и все, что можно долечить, я могу уже долечить дома. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом Победы. Встречайте. Au moment où Navalny quitte Berlin pour Moscou, Olga veut aller le chercher à l'aéroport, malgré les craintes de sa mère. Я хочу присутствовать. Ну, то есть, если я выше, там скажут, Навальный идет, мне будет достаточно. То есть, мне не главное там подойти рядом или что-то. Достаточно просто вот именно присутствие мое там. Для меня, по крайней мере. Аэроэкспресса вышло несколько десятков сотрудников полиции вместе с людьми в штатском, неизвестно, кто это. Если будут задерживать, мам, открывай УВД инфо. Смотри, там все напишут по фамилиями, какое время, что, кто, как, не каких. Надо, мне вот это вот только не надо. Ой, ладно, мам, ну это уж ладно. Подробности. La garde à vue, elles en ont fait l'expérience ensemble. En 2017, elles ont été interpellées toutes les deux lors d'une manifestation dans le centre de Moscou. Cette image d'Olga en citoyenne sans défense, victime du durcissement du régime, est devenue une icône de la contestation. À l'aéroport, Olga découvre, comme les milliers d'autres supporters de Navalny, qu'elle a bravé le froid et les arrestations pour rien. Les autorités ont dérouté l'avion vers un autre aéroport de Moscou. Depuis 10 ans qu'Alexeï Navalny dénonce la corruption du régime, il a déjà effectué des séjours en prison de quelques semaines. Mais cette fois, il risque 2 ans et demi derrière les barreaux. Depuis l'empoisonnement du leader de 45 ans, le Kremlin semble décidé à aller jusqu'au bout de sa logique répressive. À peine débarqué avec sa femme Yulia, l'ancien avocat est interpellé et envoyé en détention. Et voilà. On s'est mobilisé pour rien. Ils l'ont quand même arrêté. Mais pendant sa convalescence en Allemagne, le leader anticorruption a préparé une bombe à retardement contre Poutine et son entourage. 2 jours après son arrestation, son équipe diffuse sur Internet 2 heures de révélations préenregistrées. Своими глазами убедимся в том, что этот человек в своей тяге к роскоши, к богатству спятил совершенно. Cette enquête structurée et parfaitement documentée raconte la folie des grandeurs du président, les détournements d'argent de ses proches et de ses amis du KGB. Une kleptocratie à l'opposé de l'image de dirigeants modestes et courageux que répandent les médias officiels. Diffusée 2 jours après l'arrestation de Navalny, cette vidéo dépasse les 100 millions de vues sur YouTube en quelques jours. Une semaine après, le leader emprisonné fédère tous les mécontents du pays dans de grandes manifestations à Moscou et dans les grandes villes de Russie. Mais comme à l'habitude, les manifestations sont interdites, ce qui donne aux forces de l'ordre le pouvoir d'arrêter qui elles veulent.
Мы делаем все, чтобы обеспечить вашу безопасность. Будьте бдительны и по возможности покиньте незаконное мероприятие. Olga a donné rendez-vous à Alina, une copine rencontrée lors des mobilisations précédentes. Les jeunes femmes ont soupesé les risques avant de venir, comme cette foule de citoyens ordinaires indignés, souvent urbains et diplômés, qui sont venus par dizaines de milliers ce jour-là. У меня часть плакатов. Не боишься? Боюсь, потому что я хотела поехать как защитник в ОВД. Я боюсь, да, что меня задержат. Поэтому сейчас как-нибудь попытаемся аккуратно это сделать. Аккуратно. Плакат. Все, у меня последний. Плакат нужен кому-то? Благодарю. Pour ces citoyens russes, il y a encore le secret espoir qu'un sursaut démocratique se produise dans leur pays. Dans le centre de Berlin, au même moment, les mêmes slogans se font entendre, en russe. Depuis son empoisonnement, Navalny a fait l'union sacrée de toute l'opposition, en Russie comme à l'étranger. Parmi les figures de la diaspora, la fondatrice de l'ONG Russie emprisonnée, Olga Romanova, est en tête du défilé vers l'ambassade de Russie, devant la porte de Brandebourg. Может быть, там выйдет посол? По-моему, они забаррикадировались. Свободу политзаключенным! Камера тут есть? Вот она. Свободу политзаключенным! Выпускай! Я не против Навального. Au fond, je ne partage pas toutes les idées politiques de Navalny. Mais si un jour on l'autorise à se présenter, je voterai pour lui. J'ai l'impression que cette année 2021 commence bien et j'ai bon espoir qu'un jour la Russie retrouvera sa liberté. Mais l'espoir va être de courte durée. Москва, Рождественка. Рождественка. О, слушай, а там ребенок совсем. Непонятно. Когда Quand ils arrêtent des gens au hasard dans les manifestations, ce sont toujours de simples citoyens, jamais les organisateurs. Car leur but, c'est de faire passer les leaders pour des provocateurs qui s'en sortent toujours à la fin et qui abandonnent à leur sort les simples manifestants descendus pour eux dans la rue. Dans la capitale russe, une répression sans précédent commence contre des manifestants pourtant pacifiques. Ce soir-là, les arrestations se comptent par milliers. Olga et son amie Alina se sont mises à l'écart sur un trottoir. Ну, знаешь, вообще вот такое предчувствие нехорошее. Есть такое, да? Непонятно. А у меня есть какой-то вот страх. Господи, за что вы ее? За что? За что? За что? Courage ou inconscience, soudain Olga n'a plus peur. Какое УВД? Вот это повезут куда, сказал? А за что ее задержали? Все, ничего, да? Только по приказу. В какое УВД? У меня подругу задержали, мы стояли. В какое УВД вы везете? Вы можете сказать? Алина, вы что, издеваетесь? Почему вы, если вы ее задержали, как вы говорите, да? Visiblement, les policiers sont eux-mêmes débordés par les milliers d'interpellations à gérer. Alina en profite pour révéler sa destination. Еще раз. 6-е УВД? Дорогие друзья, добрый день. Вы меня видите, слышите? Quelques jours plus tard,
interpellé par des étudiants russes lors d'une téléconférence avec les universités, Vladimir Poutine prévient dans son style affable et posé qu'il a mis la loi de son côté, au nom de sa conception personnelle de l'état de droit. Как вы бы прокомментировали данную ситуацию? Что вы думаете по этому поводу? Заранее спасибо. Вам спасибо за вопрос. Я уже много раз высказывался на подобные темы и хочу подчеркнуть. Все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно. Dangereux, car en 20 ans de pouvoir, le régime a durci le droit de manifester jusqu'à interdire les rassemblements à partir de 2 personnes. Quand Navalny appelle ses partisans à descendre dans la rue, il les pousse à violer la loi. Du coup, c'est vrai, ils se retrouvent pris au piège de la machine judiciaire. Mais s'ils sont victimes de quelque chose, ce n'est pas du régime de Poutine, comme ils disent, mais de leur propre bêtise. Alina, l'amie d'Olga, a été libérée après une nuit au poste. Dans l'attente de sa condamnation, elle est retournée à son travail. Un petit boulot provisoire qu'elle a déniché. Même si elle adore les animaux, toiletteuse pour chiens, c'est loin de sa vocation et de ses compétences. À la base, je suis ingénieure dans l'industrie des missiles. Avant, je travaillais dans un institut de recherche, mais on m'a forcée à démissionner sous prétexte que j'étais une militante politique, que j'aidais les personnes interpellées et que j'allais aux manifestations de l'opposition. Et ça n'a pas plu à la direction. Un jour, des gens sont venus me voir sur mon lieu de travail et j'ai su après que c'était des agents du FSB. Alina ne regarde plus la télévision depuis longtemps. Comme le reste de sa génération, elle s'informe sur les sites de médias indépendants sur Internet. Avec la Russie de Poutine, il ne s'agit pas seulement d'un désaccord. Les 2 Russies vivent dans 2 univers parallèles. Mes grands-parents sont âgés et ils regardent la télévision du matin au soir. Et ils ne conçoivent pas qu'on ne puisse pas faire confiance à la télévision. Pour eux, la télé russe dit la vérité. Au départ, ils ont tenté de me convaincre et on s'est pas mal disputé. Alors on a décidé d'éviter les sujets politiques. J'ai compris que ça ne servait à rien et que je ne parviendrais pas à les convaincre. On ne peut pas être d'accord. À l'époque soviétique, plus personne ne croyait à la propagande. On se moquait même de ce qu'écrivait la Pravda. Aujourd'hui, nous vivons à nouveau dans un empire du mensonge, mais en beaucoup mieux fait, avec beaucoup plus de talent malheureusement. Cette propagande du Kremlin agit toujours sur une majorité de Russes. Elle touche des dizaines de millions de gens. Mais il y a aussi des millions de Russes, notamment des jeunes, qui ne regardent plus la télé de Poutine. Ce sont eux qu'on voit dans la rue, dans les manifestations. Puisque la propagande ne fonctionne plus sur cette génération, le régime a entrepris de lui faire peur. Alina sait qu'elle court un risque bien plus grave qu'une amende ou qu'un licenciement, la prison. En juillet 2019, des dizaines de milliers de moscovites réclament qu'on laisse leur candidat se présenter à la mairie. Parvenu dans le centre de la capitale, le défilé est harcelé par la police, qui appréhende les manifestants au hasard, à coups de matraque. Ce jour-là, des manifestants tentent d'empêcher les arrestations. Parmi eux, il y a Yegor.
C'est ce manifestant en short et t-shirt gris. Sur ces images, on le voit qui fait trébucher un policier. Yegor a ensuite été accusé d'avoir frappé si fort le policier que celui-ci ne se serait pas relevé, alors qu'on le voit ici rejoindre son unité sans problème. Yegor a pris plusieurs années de prison ferme, comme une douzaine d'autres manifestants. Il lui reste encore un peu plus d'1 an à tirer. Yegor en prison, Dasha, sa compagne, a dû renoncer à tous leurs projets de vie. On avait en projet d'ouvrir une agence de voyage organisée et de transporter des touristes. On avait même envisagé d'acheter un minivan. Dans l'une de ses premières lettres, quand on l'a transféré en prison, il m'a demandé en mariage. Moi, je ne veux pas me marier dans un camp. À son procès, Yegor a été présenté comme un dangereux criminel par les médias officiels. Une image idéale pour diaboliser les opposants. Yegor a pris 3 ans ferme. On nous a présentés comme des personnes horribles. J'ai reçu des menaces de gens qui voulaient me brûler, me pendre ou même me mettre une balle dans la tête. Si les gens qui font les lois et ceux qui les appliquent le faisaient avec honnêteté, justice et bon sens, je pense que Yegor aurait dû prendre au maximum une peine avec sursis. Yegor purge sa peine dans la région de Volgograd, l'ancienne Stalingrad sur la Volga. À 1000 km au sud-est de Moscou, cette capitale provinciale est encore ancrée dans le souvenir de la victoire héroïque de l'Armée rouge lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce jour-là, l'avocat de Yegor est venu spécialement de Moscou pour une énième demande de libération conditionnelle devant le tribunal régional. En apparence, tout ressemble ici à la justice ordinaire d'un pays ordinaire. Yegor assiste à son audience en visioconférence depuis sa prison. Le parquet s'oppose à la remise en liberté du manifestant, bien qu'il soit libérable depuis plusieurs mois. Беседа не является взысканием, соответственно, не может быть препятствием для условно-досрочного освобождения. Я считаю, что в принципе нет оснований для того, чтобы удовлетворить апелляционное представление прокурора. Более того, единственное, что скажу, Le plaidoyer de l'avocat ne servira à rien. Ni l'attitude exemplaire de Yegor qui prend la parole à son tour. Прошу суд отпустить меня условно-досрочно, потому что я не знаю, что мне надо еще сделать, чтобы как-то там, как мне встать на путь исправления, как мне исправиться, что нужно для этого делать, я не понимаю. Я и так все сделал, все возможное. Sans surprise, la demande est rejetée. Да, ну, видимо, перед пенсией решил не рисковать. Il faut comprendre comment on devient juge de tribunal en Russie. Ce sont tous d'anciens fonctionnaires de l'administration judiciaire. En 10, 15 ans de carrière, ils voient comment les procureurs et les juges s'arrangent souvent entre eux, leur proximité. Une fois nommé, le nouveau magistrat du siège ne peut pas faire autrement. Sans indépendance de la justice, le citoyen russe est complètement à la merci de l'arbitraire de l'État. Tout le monde sait que lors des procès en Russie, et je parle des affaires criminelles, 99% des accusations se terminent par une condamnation. Les statistiques officielles de la Cour suprême russe montrent que sur 10 000 jugements, un seul est invalidé. Même à l'époque de Staline, les statistiques étaient meilleures. Pour échapper à cette machine répressive, des milliers d'opposants n'ont pas d'autre choix que de fuir leur pays. Vers l'Europe, par tous les moyens.
À 1000 km à l'ouest de Moscou, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont été les premières républiques soviétiques à obtenir leur indépendance à la disparition de l'URSS en 1991. Sur la mer Baltique, ces anciennes provinces de la Russie tsariste restent une destination de villégiature pour les touristes venus de Russie. Et d'importantes minorités russophones y vivent encore. Membres de l'Union européenne, les 3 États baltes ont insisté pour adhérer à l'OTAN dès 2004. Par crainte de voir un jour renaître l'impérialisme russe et ses revendications nationalistes, comme celles qui ont justifié l'annexion de la Crimée en 2014. C'est tout naturellement que les nouveaux exilés russes trouvent refuge sur la Baltique, et en particulier à Vilnius. La Lituanie accorde l'asile politique aux fuyards. Près de l'ancienne place Lénine, le bâtiment de l'ex-KGB a été transformé en musée à la chute de l'URSS pour bien rappeler les répressions de l'Empire soviétique. Cette porte et ces couloirs des anciennes cellules du KGB sont très similaires aux prisons russes qu'ont connues ces 3 réfugiés politiques d'aujourd'hui. Dans la tête de Mikhaïl, Dimitri et Vladimir, ces lieux réveillent les cauchemars de leur détention. Le doyen, c'est Dimitri. À 35 ans, il a payé cher son engagement politique. 14 ans de prison sans avoir jamais tué personne, juste par le jeu des peines à répétition de l'arbitraire judiciaire. Слушай, а здесь так неплохо. А вот, я тебе рассказывал, угольники вовнутрь. Да. Нижний уходил. Они еще короткие, они еще не по росту. Я вот на таких вот шконках я был. То есть, единственное отличие, здесь есть окошко, есть свет. У меня света там не было. У меня были пытки. J'ai été torturé. Et je peux vous affirmer qu'en Russie, on torture et on tabasse systématiquement pour obtenir des aveux. On vous a tabassé? Oui, bien sûr qu'ils te battent. Et ils sont très imaginatifs pour le faire là où ça fait le plus mal. Ils ont recours à toutes sortes de techniques, comme l'électricité par exemple. Ils transforment leur générateur électrique en GGN. Mais ils branchent ça où? D'habitude, ils te branchent les fils sur les parties génitales. Parfois aussi sur le visage. Mais c'est au gré de leur fantaisie et de leur imagination. Et je peux vous dire qu'ils en ont. Ils savent choisir là où c'est le plus douloureux. Ils aiment bien aussi les oreilles. Comment? Sur les lobes des oreilles ou sur les tempes. En 2017, ces images sorties clandestinement de la prison de Yaroslav, au nord-est de Moscou, ont fait scandale. Si les tortionnaires ont fini devant un tribunal, ils ont été soit condamnés à du sursis, soit acquittés. La torture dans les prisons russes est une pratique répandue. En plus de ça, les gardiens n'y voient rien de mal, ni de condamnable. Ça va même encore plus loin. La violence physique a été légalisée ces dernières années. La loi autorise désormais les surveillants à utiliser la force et la violence physique contre les détenus, y compris les chocs électriques, en cas d'insoumission. Allez prouver qu'il n'y avait pas eu d'insoumission.
Cette loi de 2016 fait partie d'un ensemble de mesures de durcissement du régime. Pour faire cesser les séances de torture, j'ai tenté d'en finir. Je me suis ouvert la gorge. J'ai aiguisé le manche en plastique d'une brosse à dents et je me le suis enfoncé au niveau du cou. Quitte à mourir, je préférais mourir vite en abrégeant ses souffrances. Finalement remis en liberté conditionnelle, Dimitri en a profité pour fuir la Russie, comme tant d'autres. Combien sont-ils? Certaines estimations avancent le chiffre de 1 800 000 Russes partis depuis 2008, parmi les plus instruits et les plus compétents. Cette fuite de cerveau est une menace pour le développement de la Russie. En exil à Vilnius, Sergueï est ingénieur spécialiste réseau, comme Haïdar. Tous les deux ont fui Moscou après les grandes manifestations de juillet 2019. Tu perds 2 ou 3 ans de ta vie pour rien. Entre 20 et 30 ans, ce sont tes plus belles années. Tu es en pleine forme, tu as la vie devant toi. Quand il n'y a pas de justice dans un pays, il ne peut pas y avoir ni sécurité, ni développement économique. Parce que tu n'es pas sûr que demain, tu ne vas pas te retrouver en prison, juste parce que tu étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Je vois passer en permanence des tweets de gens qui veulent partir ou qui sont déjà partis. Et ce ne sont pas de simples travailleurs. Ce sont les gens les plus compétents, diplômés d'études supérieures. Il y a des médecins, des ingénieurs. Bref, on voit bien que, vu la direction qu'est en train de prendre notre pays, les gens n'ont plus envie d'y vivre. Réfugié à Paris, l'économiste Sergueï Gouriev représentait la Russie à la Banque européenne de reconstruction et de développement quand il a dû s'exiler pour avoir mis en cause l'entourage de Vladimir Poutine. En 2013, j'ai dit ouvertement que le pays avait besoin de lutter contre la corruption. Des amis communs m'ont dit que Vladimir Poutine était mécontent. On a souvent demandé à Poutine, si cela ne l'inquiétait pas, de voir partir autant de Russes diplômés. Il a toujours répondu « Non, nous sommes un pays libre. » Et on peut comprendre pourquoi. Quelqu'un d'instruit qui comprend que la Russie est en retard par rapport au reste du monde représente une menace pour le pouvoir. Pour Poutine, il vaut mieux que cette personne vive en exil à l'étranger. Mais les voix dissidentes viennent aussi de la Russie profonde, à 1000 lieues du luxe moscovite. Жить в России – это призвание. Не ищи себе доли иной. Électricien, ce youtubeur de province osait dénoncer une Russie à l'abandon, avec un humour féroce qui lui a coûté cher. Toropets est une petite ville de 13 000 habitants. Ну вот это одно из лиц настоящей путинской России. Разрушенный, разбитый, убитый молокозавод. Вот оно без всяких бомб, все можно разрушить без всяких бомб. Не нужна НАТО, чтобы уничтожить Россию. Ce réfugié politique iconoclaste, c'est lui. Vladimir Yegorov, 54 ans. Quand nous avons été autorisés à lui parler dans son camp de rétention, il venait tout juste d'arriver clandestinement en Lituanie. Je ne suis qu'un micro-Navalny au niveau local. C'est les gens qui disent ça de moi. Sauf que moi, je ne fais pas de politique. Je demandais juste qu'ils réparent les routes de ma petite ville. À la place, on m'a traité d'ennemi du peuple.
Comme je ne pouvais rien faire contre eux, j'ai fait de l'humour. Les gens ont bien rigolé, mais eux, pas du tout. Alors, ils se sont vengés à leur manière. Au lieu d'ouvrir une enquête sur la corruption locale, le parquet russe a traîné Vladimir au tribunal. Accusé d'extrémisme et menacé d'une lourde peine de prison, il a préféré s'enfuir. Il doit son salut à un simple citoyen russe anonyme. Un inconnu m'a contacté sur Facebook et m'a dit « Je veux t'aider ». Pas un militant, juste un type que je ne connaissais pas. Il m'a emmené en voiture jusqu'à la frontière lituanienne, au bord d'un lac, avec un sac à dos étanche et des pannes. J'ai sauté de la voiture directement dans l'eau et j'ai nagé 500 mètres en pleine nuit, en suivant mon GPS. Lui et son fils ont continué sans s'arrêter, au cas où nous aurions été suivis. Je lui avais demandé « Vous n'avez pas peur d'être complice d'un criminel ?» Il m'a répondu « Je veux apprendre le courage à mon fils. » Vladimir a laissé derrière lui femme et enfants, pour avoir joué dans ses vidéos au jeu de la vérité avec les pro-Poutine de sa Russie profonde. Это Обама. Кто это такой Обама? А что это Трамп? Кто такой Трамп? Это никто. По сравнению с Путиным это вообще пешка. Пешка. Путин их всех обыгрывает. По любой. Вот ты смотри, вот у нас свет отключат. Так. У нас свет отключат. Мы приспособленный народ, мы без света можем. Свечка. Да, А попробуй в Америке отключи свет. Все, они сдохнут там все, как мыши. Le salaire moyen de cette Russie-là plafonne à moins de 300 € par mois. 8 fois moins que ce qu'avait promis Vladimir Poutine dans un discours en 2008. Depuis, le président mise tout sur le nationalisme et le passé soviétique. Враг напал на нашу страну. Пришел на нашу землю, чтобы уничтожить нас. Уничтожить как государство, как нацию. Derrière cette glorification de la victoire soviétique de 1945, il y a un esprit de revanche pour la dislocation de l'URSS en 1991. Diaboliser l'Occident est un bon moyen pour justifier les conquêtes du nouvel impérialisme russe. Chaque fois, nous avons reculé devant l'Occident qui nous a imposé agressivement son modèle économique et culturel et ses valeurs morales. Et vous croyez encore qu'il suffirait que le méchant Poutine s'en aille pour que la Russie se soumette de nouveau à l'Occident? Eh bien non, ça n'arrivera jamais. Ce temps-là est révolu. Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей. Россия последовательно отстаивает международное право. При этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы. Le régime de Poutine a besoin de légitimité. Plus personne ne croit en l'honnêteté des élections, plus personne ne voit de croissance économique, et sa popularité s'effondre. Pour refaire l'union sacrée autour de lui, il a eu une idée. Incarner l'unité nationale russe dans la victoire soviétique de 1945. La Russie de Poutine investit aujourd'hui 4% du PIB dans ses forces armées. 2 fois plus que la France. En 2021, le régime a montré son vrai visage, avec le recours aux incarcérations massives, une vieille tradition russe. En Russie, une bonne biographie passe toujours par la prison. Regardez nos écrivains, nos poètes. Pouchkine au bagne, Lermontov, Tchernychevski, Dostoïevski aussi. Et puis après les révolutionnaires, Lénine, Staline, avant les répressions soviétiques. Une petite pause, et puis voilà, aujourd'hui c'est Navalny. Amaigri, crâne rasé selon la règle, Alexeï Navalny croupit aujourd'hui en prison. Les nouvelles condamnations qui s'abattent sur lui entretiennent l'image de délinquant du prisonnier politique. Navalny a désormais une excellente biographie.
Reste à espérer qu'elle soit longue, parce qu'elle pourrait aussi bien être trop courte. Nous avons connu toutes sortes de régimes autoritaires dans notre histoire. On a eu le tsarisme, le stalinisme et ce qui a suivi. Aujourd'hui, moi j'appellerais le pouvoir actuel une dictature postmoderne, avec une façade pseudo-démocratique, une parodie d'élection, des parodies de procès. Mais le fond est le même qu'à l'époque soviétique. En 1991, la chute de l'Empire soviétique a commencé ici, en Lituanie. Quel avenir aujourd'hui pour cette nouvelle Russie en exil? Ну, первое время, как я приехал, я думал, что я тут, типа, амнистия будет, я вернусь. Человек в 70 лет — это одно, человек в 80 лет — это другое. Путин и так уже начинает какие-то странные состояния. Готовимся в первую очередь. Создаем здесь в эмиграции структуры, которые могут быть полезны в будущее нашему общему делу. За победу. Moi, je pense que je vais rester ici. Parce que je vais sûrement fonder une famille, avoir des enfants. Donc, soit je reste ici, soit on va dans un autre pays avec ma petite amie. Mais je ne retournerai pas en Russie. Pour toujours? Oui, je crois. Pour toujours. L'Occident porte aussi sa part de responsabilité. Car dans les années 90, il n'était pas prêt à accueillir la nouvelle Russie démocratique en son sein. Il aurait fallu nous donner la possibilité d'être intégrés à l'Europe, comme ça a été fait avec d'autres pays. Ça doit nous servir de leçon pour l'avenir. Car comme on dit, personne n'est éternel. Et le régime de Poutine ne fera pas exception.